Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de pouvoir faire cette vidéo. Une anecdote vient de se passer. J'ai annoncé cette vidéo. Un de mes flowers est venu me dire qu'il ne faut pas mélanger le Jean-Pierre Petit et les, soi-disant, les Oumites, les ignares. Je voulais signaler que Jean-Pierre Petit, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré dans cette quête des modèles cosmologiques. Pas seulement lui, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de gens. J'ai été inspiré par le modèle monde, le modèle ou la théorie de Penrose. Il y a plein de gens qui m'ont inspiré. Mais je me suis très inspiré par Jean-Pierre Petit. Ce que j'allais faire, c'est juste une petite comparaison entre mon modèle et son modèle. Et je répète, moi, ce que j'ai fait, c'est seulement perfectionner le modèle modèle Janus, le modèle de Jean-Pierre Petit. Et je profite de l'occasion, je salue tous les collègues Jean-Pierre Calumet, Jean-Philippe Ouzane, même Roger Penrose. Moi, je salue tous les astrophysiciens et je salue tous les gens qui suivent la cosmologie parce que, comme j'ai dit dans mes anciennes vidéos, ça fait un siècle, tout un siècle, qu'on est en train de parler d'un modèle tiré par les cheveux. C'est un modèle tiré par les cheveux parce que c'est un modèle que moi et Jean-Pierre Petit et même Jean-Pierre Calumet, on a tous parlé de ce problème. Même Penrose, on a tous le même problème. Le problème est que la communauté scientifique, depuis un siècle, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de dogmatiser la recherche scientifique au profit des religions. On reste toujours dans le Moyen-Âge avec des costumes, cravates et des lunettes, quand je vais les mettre maintenant. On reste dans un cercle fermé et celui qui sort de ce cercle est ignoré directement. Il est ignoré. Et je vais passer une vidéo de Jean-Pierre Petit, il va vous le dire. Il a été complètement ignoré. Pourquoi? Parce que nous, qui cherchons hors des dogmes, hors des croyances, on essaye de rester pragmatique, scientifique, académique. Quand on cherche dans ce sens, on sait très bien qu'il n'y a ni créateur ni création. Et que tous les modèles actuels se rejoignent dans une seule chose. C'est qu'il n'y a ni Big Bang, ni le mur de Planck, ni le moment de Planck, ni inflation, ni rien du tout. Mais certains modèles essayent quand même de récupérer un peu.
de attirer un peu ces moines, ces chamans vêtus de costumes et qui gèrent des instituts de recherche, d'études, qui sont en train, en fin de compte, de dévier l'humanité de la vraie connaissance, comme ils l'ont fait avec l'histoire. L'histoire, depuis des millénaires, celui qui l'écrit, c'est celui qui gagne. Et celui qui gagne depuis des millénaires, depuis plus de 2000 ans, c'est les religieux. Alors ne vous étonnez pas qu'un certain Galilée, quand il a dit que la Terre n'est pas le centre de l'univers, déjà pour eux, l'univers c'était quoi? L'univers c'était le système solaire, point barre. Et ça, ils ne connaissaient rien à l'univers. Ils connaissaient le soleil, ils connaissaient certains astres, certaines planètes, et s'imaginer que la Terre, c'est le centre de l'univers. Et avec les religions, ça a accentué. Et les religions, surtout abrahamiques, se basent sur des mythes et légendes qui sont mésopotamiennes. Ils viennent de la Mésopotamie. C'était des millénaires avant, c'est des histoires, c'est des histoires ça n'a rien à voir avec les réalités. Quand vous en avez tout ce qu'il y a comme Noé, l'Hygiène, etc., tout ça, c'est du fou. La Genèse, c'est faux. Et il n'y a pas de Genèse. La Genèse, c'est une histoire ou une poésie qu'elle a écrite. Une certaine reine acadienne, elle s'appelle Inoma Elish. La poésie s'appelle Inoma Elish. Elle est devenue la Genèse dans les trois religions abrahamiques. On a eu Sergent l'Acadien est devenu Moïse. On a eu tous les rois babyloniens, ils sont devenus des prophètes. Mais ça ne va pas. Ensuite, toutes les légendes, ils sont devenus des réalités qu'on le veuille ou non. Comme le Big Bang. Le Big Bang de M. le curé, d'un certain Georges Lemaitre, le curé, un pasteur qui nous a sorti et on ne doit pas sortir de ça. Donc le modèle, l'homme d'assidien, c'est une religion que tous les académiciens doivent l'embrasser. Sinon, s'ils sortent de ça, c'est des mécréants, apostats. Eh bien, heureusement, je suis athée. Je suis athée. Je ne crois pas à 3400 religions, pas seulement une, ou deux, ou trois, toutes les religions. Je ne crois pas à la création des créateurs. Mais je vais vous laisser avec une ouverture, avec une émission sur l'univers, comme ça, après cette émission, j'ouvre la comparaison, je vais faire une comparaison entre mon collègue et moi, entre mon ami et moi. Il a son modèle, j'ai mon modèle, et je me suis inspiré de son modèle, je ne le cache pas. Je me suis inspiré aussi de Penrose. Je me suis inspiré de plusieurs modèles pour sortir un modèle cohérent, parfait, qui peut être admis à toutes les universités. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo et je reviens après.
Oui, James Webb vient de trouver quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Et ce quelque chose remet en question 100 ans de physique. 100 ans, depuis Einstein, depuis la relativité générale, depuis les fondations même de notre compréhension de l'univers. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu voulais comprendre une découverte extraordinaire. Et je vais te la donner. Mais je te préviens dès maintenant. À la fin de ce que je vais t'expliquer, tu vas te rendre compte que la vraie question n'est pas « Qu'est-ce que James Webb a trouvé ?» La vraie question, c'est « Et si l'univers dans lequel nous vivons n'était pas le seul ?» Pas au sens métaphorique, pas au sens philosophique, au sens littéral, physique, mathématique. Et ça, personne ne te l'a encore expliqué comme ça. Alors installe-toi. Parce que ce qu'on va traverser ensemble, ça va prendre du temps. Mais chaque minute va en valoir la peine. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que l'univers? Je sais. Ça paraît évident. L'univers, c'est tout, non? Les étoiles, les planètes, les galaxies, l'espace, le temps, tout ce qui existe. Mais voilà le problème. Pendant des décennies, les scientifiques ont construit des modèles extraordinairement précis de cet univers. Des modèles qui prédisent avec une précision presque miraculeuse la façon dont les galaxies se forment, dont la lumière se courbe autour des trous noirs, dont l'espace lui-même s'étend depuis le Big Bang. Et puis, James Webb a pointé ses miroirs vers le ciel profond, et quelque chose ne correspondait pas. Pas un petit écart. Pas une petite anomalie qu'on peut corriger avec une virgule dans une équation. Non, un gouffre. Une contradiction tellement fondamentale que certains chercheurs, quand ils ont vu les données pour la première fois, ont cru à une erreur de l'instrument, une erreur de calcul, une erreur humaine. Mais les vérifications se sont succédées, et les données tenaient, toujours. Et ce que les scientifiques ont découvert ensuite est encore plus déroutant que la contradiction elle-même. Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir à la base, et je veux dire vraiment à la base. La plupart des gens pensent que l'univers est vieux d'environ 13,8 milliards d'années. C'est ce qu'on lit partout, c'est ce que les manuels enseignent, c'est ce que même les documentaires les plus sérieux répètent en boucle. Et cette valeur, elle vient d'une mesure précise, la constante de Hubble. Cette constante, notée H0, elle décrit la vitesse à laquelle l'univers s'étend. Plus elle est grande, plus l'univers s'étend vite. Et plus elle est grande, plus l'univers est jeune. Parce que si tout s'écarte rapidement, ça veut dire que tout était rassemblé il y a moins longtemps. Logique, non? Alors les scientifiques ont mesuré cette constante, encore et encore, avec des méthodes différentes, et ils ont obtenu une valeur d'environ 67,4 km par seconde par mégaparsec. Un mégaparsec, pour ceux qui se demandent, c'est environ 3,2 millions d'années-lumière. Donc cette constante dit que pour chaque 3,2 millions d'années-lumière de distance, les galaxies s'écartent les unes des autres à une vitesse de 67,4 km par seconde supplémentaire. C'est précis, c'est vérifié, c'est solide. Enfin, c'était ce qu'on croyait, parce qu'il y a une autre façon de mesurer cette constante. Une façon complètement différente. Une façon qui utilise des étoiles particulières appelées les céphéides et des explosions cataclysmiques appelées supernovas de type Ia. Ces supernovas, on les appelle parfois les chandelles standards de l'univers. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes à peu près la même luminosité intrinsèque. Donc si tu en observes une et que tu mesures à quel point elle paraît faible, tu peux calculer à quelle distance elle se trouve, comme si tu voyais une ampoule de 100 watts. Plus elle est faible, plus elle est loin. En utilisant cette méthode, les astronomes ont obtenu une valeur de la constante de Hubble d'environ 73,2 km par seconde par mégaparsec. Attends, 67,4 d'un côté, 73,2 de l'autre. Ce n'est pas la même chose. Et cette différence, on l'appelle la tension de Hubble. Et cette tension, elle dure depuis des années. Les scientifiques ont essayé de la résoudre. Ils ont vérifié les instruments. Ils ont vérifié les méthodes. Ils ont refait les calculs. La tension persistait. Puis James Webb est arrivé. Et, au lieu de résoudre le problème, il l'a rendu encore plus profond. Voilà comment ça s'est passé. Concrètement, le télescope spatial James Webb a été lancé le 25 décembre 2021. Un cadeau de Noël pour l'humanité, certains ont dit, et il n'avait pas tout à fait tort. Ces miroirs en beryllium doré, d'un diamètre total de 6,5 mètres, en font le plus grand télescope spatial jamais déployé. Il opère dans l'infrarouge, ce qui lui permet de voir à travers les nuages de poussière interstellaire qui bloquaient la vue de Hubble. Et surtout, il peut observer des galaxies si lointaines que la lumière qu'il capte a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. 13 milliards d'années. Pour mettre ça en perspective, quand cette lumière a quitté sa source, la Terre n'existait pas encore. Le Soleil n'existait pas encore. Le Soleil n'allait même pas naître avant encore des milliards d'années. Alors les astronomes ont pointé James Webb vers des céphéides, ces fameuses étoiles variables qui servent de chandelles standard. L'idée était claire. Hubble avait mesuré ces étoiles avant. James Webb allait confirmer ces mesures avec une précision encore plus grande.
et ça allait enfin résoudre la tension de Hubble. Sauf que les mesures de James Webb sur les céphéides ont confirmé les mesures de Hubble, à 73 environ, pas 67, toujours 73. L'écart ne s'est pas réduit. Il a été gravé dans le marbre par le télescope le plus précis jamais construit. Et pris isolément, ce résultat pouvait encore sembler gérable. Mais il cachait quelque chose de beaucoup plus grand, parce que presque en même temps, d'autres équipes utilisaient James Webb pour regarder ailleurs, pour regarder des galaxies lointaines, très lointaines, des galaxies que Hubble ne pouvait à peine distinguer. Et ce qu'ils ont trouvé a semé le chaos dans les salles de conférences astrophysiques du monde entier. Des galaxies massives, trop massives, des galaxies qui avaient la taille, le poids, la maturité de galaxies qui auraient dû prendre des milliards d'années à se former et qui existaient déjà moins de 500 millions d'années après le Big Bang. 500 millions d'années. Dans l'échelle de temps de l'univers, c'est presque rien. C'est moins de 4% de l'âge total de l'univers. Et il y en avait beaucoup. Pas une, pas deux. Assez pour que les statistiques ne puissent plus parler de hasard. Une équipe de recherche dirigée par le Dr Ivo Labbe de l'université Swinburne en Australie a publié en 2023 des résultats qui ont fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Ils avaient trouvé 6 galaxies candidates dont les masses semblaient dépasser de 10 à 100 fois ce que les modèles actuels permettaient d'exister à ce stade de l'univers. 10 à 100 fois. Le Dr Labbe lui-même a déclaré, je cite de mémoire, que ces galaxies ne devraient tout simplement pas exister selon notre compréhension actuelle. Alors là, tu commences peut-être à sentir quelque chose, une espèce de malaise. La sensation que le puzzle qu'on croyait presque terminé, il manque des pièces cruciales. Mais on n'est qu'au début, parce qu'en parallèle de ces découvertes de galaxies massives, James Webb observait autre chose. Il observait la lumière ancienne, la lumière du fond diffus cosmologique, ce rayonnement qui vient du Big Bang lui-même. Cette lumière vieille de 13,8 milliards d'années qui baigne l'univers entier d'un rayonnement presque uniforme. Ce fond diffus cosmologique, ou CMB pour Cosmic Microwave Background, c'est une des preuves les plus solides qu'on ait du Big Bang. C'est la lumière résiduelle du moment où l'univers, enfin refroidi, a laissé les photons voyager librement pour la première fois. Et cette lumière, on l'a mesurée avec une précision extraordinaire. D'abord avec le satellite COBE dans les années 90, puis avec VAMAP au début des années 2000, puis avec Planck entre 2009 et 2013. Ces mesures ont donné la valeur de 67,4 pour la constante de Hubble. Donc d'un côté, tu as le CMB qui te dit 67,4. De l'autre, les céphéides et les supernovas qui te disent 73,2. Et maintenant, James Webb confirme les 73. Ces deux méthodes de mesure sont fondamentalement différentes. Elles utilisent des phénomènes physiques différents, des instruments différents, des équipes différentes aux 4 coins du monde. Et elles donnent des résultats incompatibles. Ce n'est pas une erreur expérimentale. C'est une contradiction au cœur de la physique. Et lorsque les scientifiques ont commencé à assembler toutes ces données, une image troublante est apparue. Voilà comment certains chercheurs ont commencé à formuler les choses. Et si les deux mesures étaient correctes? Et si la contradiction ne venait pas d'une erreur, mais d'un gap dans nos modèles? Parce que vois-tu, toute notre façon de calculer l'âge de l'univers, toute notre façon de comprendre son expansion, tout ça repose sur un modèle qu'on appelle le modèle lambda-CDM. Lambda pour la constante cosmologique qui représente l'énergie sombre. CDM pour Cold Dark Matter, la matière noire froide. Ce modèle est extraordinairement puissant. Il explique la formation des grandes structures de l'univers. Il explique les fluctuations du fond diffus cosmologique. Il explique comment les galaxies se regroupent en filaments et en amas. Mais il a des angles morts. Et certains de ces angles morts, James Webb commence à les illuminer. L'énergie sombre, par exemple. Cette mystérieuse composante qui représente environ 68% de l'énergie totale de l'univers. On sait qu'elle existe parce que l'expansion de l'univers accélère. Si seule la gravité agissait, l'expansion devrait ralentir. Or, elle accélère. Donc quelque chose pousse les galaxies à s'éloigner de plus en plus vite. Ce quelque chose, on l'appelle énergie sombre. Et on ne sait presque rien d'elle. Mais voilà ce qui se passe. Dans le modèle lambda-CDM, l'énergie sombre est constante dans le temps. Elle a toujours eu la même densité. Elle l'aura toujours. Et si ce n'était pas vrai? En 2024, une collaboration scientifique majeure appelée DSI Dark Energy Spectroscopic Instrument a publié ses premières données. Et ces données suggèrent quelque chose d'extraordinaire. L'énergie sombre peut-être n'est pas constante. Elle peut-être change avec le temps. Le DSI a analysé le positionnement de plus de 6 millions de galaxies pour cartographier l'expansion de l'univers à différentes époques. Et dans ces résultats, il y avait des signes prudents, préliminaires, mais réels, que la densité de l'énergie sombre variait. Si c'est vrai, ça change tout. Absolument tout. Parce que si l'énergie sombre varie, alors notre modèle de base est fondamentalement incomplet. Et si notre modèle est incomplet,
alors toutes les prédictions qu'il fait, y compris l'âge de l'univers, y compris la vitesse d'expansion, sont légèrement décalées, ce qui pourrait expliquer la tension de Hubble. Mais il y avait un problème. Un détail que personne ne pouvait expliquer. Si l'énergie sombre change, pourquoi les galaxies massives existent-elles aussi tôt dans l'histoire de l'univers? Ces deux mystères, la tension de Hubble et les galaxies précoces, semblaient pointer vers des causes différentes. Et pourtant les deux apparaissaient dans les données de James Webb. Deux crises en même temps, peut-être liées, peut-être indépendantes. Et au-delà des deux, il y en avait une troisième qui commençait à pointer son nez. Ah oui, petite parenthèse. Je réalise que je viens de dire deux crises, alors qu'en fait j'aurais dû dire deux anomalies majeures. Parce que certains chercheurs n'aimeraient pas du tout le mot crise, ils diraient que c'est un signe de progrès, pas d'échec. Tu peux me reprendre en commentaire si tu penses que j'ai mal formulé ça d'ailleurs. Je n'ai aucun problème avec ça. Revenons à la troisième anomalie. Celle-ci est peut-être la plus étrange de toutes. Elle concerne quelque chose d'apparemment anodin. La répartition de la matière dans l'univers. Dans le modèle standard, la matière dans l'univers devrait être répartie d'une certaine façon. Pas uniformément, il y a des amas, des filaments, des vides, mais la granularité de cette répartition, ce qu'on appelle le paramètre sigma 8, devrait correspondre à ce que prédit le modèle lambda CDM à partir des données du fond diffus cosmologique. Eh bien, ça ne correspond pas non plus. Les mesures directes de la répartition de la matière dans l'univers tardif, c'est à dire. Dans l'univers tel qu'il est aujourd'hui, ou à des époques relativement récentes, donne systématiquement un sigma 8 plus faible que ce que prédit le CMB. L'univers actuel est moins grumeleux que prévu, moins structuré. La matière s'est moins concentrée en amas que ce que les modèles disaient. On appelle ça la tension Schwitt. Et elle s'est accentuée avec les données de James Webb. 3 tensions, 3 anomalies, 3 endroits différents où le modèle craque. Et lorsque tu as 3 craquelures dans le même mur, tu commences à te demander si c'est le mur qui a un problème. Maintenant, je dois te dire quelque chose d'important. Il y a des astrophysiciens très sérieux qui pensent que tout ça, les galaxies massives précoces, la tension de Hubble, la tension Schwitt, tout ça peut encore être expliqué sans rejeter le modèle standard, avec des ajustements, avec des raffinements. Par exemple, certains pensent que les galaxies massives précoces ne sont pas aussi massives qu'elles le paraissent, que les mesures de masse dans des objets si anciens sont extrêmement difficiles, que les étoiles dans ces galaxies peut-être ont des propriétés différentes de celles qu'on suppose des étoiles plus petites, plus nombreuses, qui donnent une impression de masse plus grande. C'est une hypothèse sérieuse, peut-être valide. Et pour la tension de Hubble, certains pensent qu'il y a encore des biais dans les mesures des céphéides, des effets de contamination par des étoiles voisines qui fausseraient légèrement les résultats. James Webb devrait permettre de lever ce doute progressivement. Donc il y a des gens très compétents qui pensent « Attendons, ce sont des anomalies, pas une révolution ». Et il y a d'autres gens, tout aussi compétents, qui pensent « Non, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau ». Et cette deuxième catégorie a commencé à avancer des idées qui, disons-le franchement, auraient été considérées comme marginales il y a 20 ans. Parmi elles, une idée fascinante. Et si notre univers avait subi une phase d'énergie sombre différente dans son passé lointain, une énergie sombre précoce, Early Dark Energy, en anglais qui aurait existé juste avant et juste après le Big Bang, et qui aurait accéléré légèrement l'expansion dans cette phase primitive. Cette énergie sombre précoce aurait ensuite disparu, laissant l'énergie sombre ordinaire prendre le relais. Si c'est ça, alors les deux mesures de la constante de Hubble seraient toutes les deux correctes, elles mesurent simplement l'expansion à deux époques différentes de l'univers, et ces deux époques correspondent à des régimes physiques différents. Ça résoudrait la tension de Hubble. Mais ça créerait un nouveau problème. Quelle est la nature de cette énergie sombre précoce? D'où vient-elle? Pourquoi a-t-elle disparu? Question sans réponse. Pour l'instant, et il y a encore plus radical, certains chercheurs ont commencé à considérer sérieusement quelque chose qu'on appelle la cosmologie plasma, ou les modèles MOND, Modified Newtonian Dynamics, et leurs extensions relativistes, ou encore les théories de gravitation modifiées, comme la gravité tenseur vecteur scalaire, dite TVS. Ces théories modifient les lois fondamentales de la physique à certaines échelles pour expliquer les anomalies sans faire appel à la matière noire ou à l'énergie sombre. Peut-être que la matière noire n'existe pas. Peut-être que c'est notre compréhension de la gravité qui est incomplète et qu'à grande échelle, la gravité se comporte différemment de ce qu'Einstein a prédit. Ce serait alors Einstein lui-même, ou plutôt notre interprétation de sa relativité générale, qui serait en cause. Einstein, qui avait déjà introduit et puis rejeté sa constante cosmologique, le fameux lambda en la qualifiant de plus grande erreur de sa vie. Cette constante qu'on a réintroduite un siècle plus tard pour expliquer l'énergie sombre et qui maintenant se révèle être plus complexe qu'une simple constante. L'histoire se mord la queue. Mais voilà où ça devient vraiment extraordinaire. Et je dois maintenant te parler d'une découverte que James Webb a faite et dont on parle encore très peu dans les médias grand public.
En 2023 et 2024, plusieurs équipes ont utilisé James Webb pour observer des structures très particulières à grande distance, des galaxies en anneaux, des arcs gravitationnels, des lentilles gravitationnelles. Ces phénomènes se produisent quand une masse extrêmement dense se trouve entre nous et un objet lointain. La masse courbe l'espace-temps autour d'elle, et la lumière de l'objet lointain suit cette courbure, ce qui peut créer un anneau parfait de lumière autour de l'objet massif, qu'on appelle un anneau d'Einstein. James Webb a observé plusieurs de ces anneaux d'Einstein avec une précision inégalée. Et dans certains cas, les mesures de masse déduites de la déflexion de la lumière ne correspondaient pas à ce qu'on attendait. Pas de façon dramatique, pas de façon certaine, mais de façon suffisamment systématique pour que des équipes publient des papiers scientifiques s'interrogeant sur la distribution de la matière sombre dans ces systèmes. Tu vois le schéma qui se dessine? À chaque fois que James Webb regarde quelque chose avec suffisamment de précision, il trouve un écart. Et là tu peux me demander, mais c'est quoi exactement un écart dans ce contexte? Est-ce que c'est vraiment significatif? Bonne question. Et la réponse honnête, c'est « on ne sait pas encore ». Chaque anomalie prise séparément a peut-être une explication conventionnelle. Mais leur accumulation, leur cohérence dans la direction qu'elle pointe, c'est là que certains scientifiques commencent à parler de quelque chose de vraiment radical. Quelque chose qui s'appelle le multivers. Pas le multivers des films Marvel, pas la science-fiction, le multivers physique, mathématique, celui qui émerge de certaines extensions de la physique quantique et de la cosmologie inflationnaire. Voilà comment on y arrive. Au début de l'univers, dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, il y a eu une période d'expansion extrêmement rapide appelée l'inflation. En un temps presque infiniment court, l'univers est passé d'une taille subatomique à quelque chose de comparable à un pamplemousse. Enfin, peut-être une orange. Je vais vérifier? Oui, les analogies varient selon les sources, mais l'idée est là. Une expansion colossale en un temps infinitésimal. Cette inflation est nécessaire pour expliquer pourquoi l'univers observable est aussi uniforme, aussi plat, aussi homogène, à grande échelle. Mais certains modèles d'inflation prédisent quelque chose de troublant. L'inflation ne s'arrête pas de façon synchronisée partout. Elle s'arrête en différents endroits, à différents moments. Et dans chaque région où elle s'arrête, un univers bulle se forme avec ses propres paramètres physiques, sa propre constante cosmologique, ses propres lois fondamentales. C'est le multivers inflationnaire, un espace-temps éternel et en expansion perpétuelle, parsemé de bulles d'univers comme le nôtre. Et voilà la question qui se pose aujourd'hui. Si ces bulles existent, est-ce qu'elles pourraient interagir? Est-ce qu'une collision entre notre bulle d'univers et une autre bulle laisserait des traces observables? Cette question n'est pas nouvelle. Des chercheurs comme Matthew Kleban de l'Université de New York ou Irania Peris de l'University College London ont travaillé sur ce problème pendant des années. Ils ont calculé la signature théorique d'une collision de bulles sur le fond diffus cosmologique. Et il y a quelque chose dans le CMB qui a toujours intrigué les cosmologistes, des anomalies statistiques à grande échelle. Un hémisphère légèrement plus puissant que l'autre en termes de fluctuation de température. Un point froid, une zone légèrement plus froide que la moyenne dans la direction de la constellation Éridan. Ces anomalies, mesurées par WMAP et Planck, sont restées inexpliquées. Certains disent qu'elles sont statistiques, qu'elles entrent dans la marge d'erreur normale. D'autres disent qu'elles sont trop cohérentes pour être du bruit. Et James Webb, en observant des structures à très grande distance dans ces directions particulières, commence à accumuler des données qui pourraient très prudemment supporter l'hypothèse d'une perturbation à très grande échelle. Peut-être une cicatrice d'une collision ancienne avec un univers bulle voisin. Peut-être une signature de quelque chose de complètement différent, mais quelque chose. Je veux être honnête avec toi à ce stade. Et je sais que cette honnêteté va peut-être casser un peu le rythme de ce qu'on construit ensemble. Mais c'est important. Nous sommes dans un territoire où les preuves sont suggestives, pas conclusives. Où les anomalies sont réelles, mais leurs explications sont encore débattues. Où des chercheurs très sérieux sont en désaccord profond sur ce que tout ça signifie. La tension de Hubble est réelle et confirmée par James Webb. Ça, c'est un fait. Les galaxies massives précoces sont réelles. Ça aussi, c'est un fait. La tension Schwitt est réelle. Fait. Mais est-ce que ces faits impliquent un multivers, un univers bulle voisin, une modification des lois de la physique? Là, on entre dans le domaine des hypothèses. Des hypothèses scientifiques, rigoureuses, mathématiques, mais des hypothèses. Et c'est là que la science est la plus vivante, la plus humaine. Parce que les scientifiques ne savent pas. Et ils le disent. Et c'est précisément ça qui les fait travailler. Alors voilà où on en est aujourd'hui. En 2025 et 2026, les données continuent d'affluer. James Webb continue de regarder. DSI continue de cartographier. Et d'autres instruments arrivent. L'observatoire Vera Rubin Legacy Survey of Space and Time, ou LSST, a démarré ses opérations en 2025. Il va cartographier le ciel austral en profondeur pendant 10 ans, des milliards de galaxies, des milliards de données,
Le télescope Euclide de l'Agence spatiale européenne, lancé en juillet 2023, est en train de cartographier la géométrie de l'univers sombre avec une précision sans précédent. Ces premières données scientifiques ont déjà montré des résultats extraordinaires. Et la mission CMB, S4, un réseau de télescopes au sol au pôle sud et au Chili, va mesurer les fluctuations du fond diffus cosmologique avec une résolution 1000 fois supérieure à ce que Planck pouvait atteindre. Ces instruments vont, dans les 5 prochaines années, soit confirmer que les anomalies actuelles sont des effets systématiques des erreurs de mesure, des biais instrumentaux, soit les consolider en quelque chose d'incontournable. Soit on va voir les tensions se résorber, soit on va les voir s'aggraver. Et si elles s'aggravent, alors les physiciens théoriciens vont devoir prendre au sérieux des idées qui aujourd'hui sont encore sur la marge de la science mainstream. Des idées comme la cosmologie cyclique conforme de Roger Penrose. Ce mathématicien de génie prix Nobel de physique en 2020 propose que notre Big Bang n'est pas le commencement absolu de l'espace-temps, mais simplement une transition entre un néon cosmique et un autre. Dans sa théorie, l'univers traverse des cycles infinis. Chaque cycle commence par un Big Bang et se termine dans une expansion éternelle où toutes les particules massives disparaissent. Et à ce stade, l'univers est si vide, si froid, si lisse, qu'il devient mathématiquement identique à l'instant initial d'un nouveau Big Bang. Un univers qui se réincarne. Penrose prétend avoir trouvé des traces de ces cycles précédents dans le fond diffus cosmologique des anneaux concentriques légèrement moins intenses que leur environnement, des fossiles du dernier univers. D'autres chercheurs contestent cette interprétation. Le débat est ouvert. Mais si Penrose a raison ou même partiellement raison, alors la question n'est plus « quel est l'âge de l'univers ?» mais lequel des univers successifs sommes-nous en train de vivre? Ou encore, il y a une théorie encore plus radicale. En 2023, une équipe de chercheurs a publié dans la revue Physical Review Letters un papier sur ce qu'ils appellent les univers miroirs. L'idée. Au moment du Big Bang, au lieu d'un seul univers, il s'en est formé 2 symétriques l'un par rapport à l'autre dans le temps. L'un s'étend vers le futur comme le nôtre, l'autre s'étend vers le passé. 2 univers, dos à dos, nés du même instant initial, se propageant dans des directions temporelles opposées. Et si des structures à très grande échelle dans notre univers portaient la signature gravitationnelle de cet univers miroir? Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un papier dans une revue à comité de lecture, avec des équations, avec des prédictions vérifiables. Vérifiables par James Webb, par Euclide, par LSST. On ne peut pas parler de tout ça sans parler de ce que ça signifie pour nous, pour toi, pour moi. Parce que tout ce qu'on vient de traverser ensemble, c'est plus qu'une histoire de chiffres et de télescopes, c'est une question sur la nature de la réalité. Si notre univers est une bulle parmi d'autres, alors les lois de la physique telles qu'on les connaît ne sont pas absolues. Elles sont locales, accidentelles, des paramètres qui auraient pu être différents et qui, dans d'autres bulles, le sont peu être. Et si les lois de la physique sont accidentelles, alors la vie telle qu'on la connaît est accidentelle. La complexité, la conscience, l'existence même de quelqu'un capable de regarder un télescope et de se demander pourquoi il est là, tout ça est le produit d'un tirage au sort cosmique extraordinairement chanceux. Ou au contraire, peut être que c'est exactement l'inverse. Peut être que les bulles d'univers où les conditions permettent l'émergence de la vie sont les seules bulles où il y a quelqu'un pour poser la question, ce qu'on appelle le principe anthropique. Et là, on sort de la physique pure pour entrer dans quelque chose de plus vaste, la question du sens. La question de la place de l'humanité dans un espace-temps qui peut être infiniment plus grand et infiniment plus étrange que ce qu'on imaginait. Il y a une chose qui me frappe profondément quand je réfléchis à tout ça. Einstein a publié sa relativité générale en 1915. 111 ans ont passé, et on utilise encore ces équations pour interpréter les images de James Webb. Ces équations marchent encore. Elles expliquent encore la déflexion de la lumière par la gravité. Elles expliquent encore les ondes gravitationnelles qu'on détecte avec LIGO et Virgo. Elles expliquent encore les trous noirs que l'Event Horizon Telescope a photographiés pour la première fois en 2010 à 9. Mais elles ont peu être des limites que même Einstein n'avait pas anticipées. Et c'est là que réside toute la beauté de la science. Pas dans la certitude, dans la quête, dans la capacité à regarder une anomalie dans les données et à dire « Attendez, quelque chose ne va pas, recommençons ». Newton a fonctionné pendant 200 ans avant qu'Einstein ne montre ses limites. Einstein va être fonctionné encore longtemps avant que quelqu'un ne construise quelque chose de plus grand. Peut-être que ce quelqu'un est en train de regarder les données de James Webb en ce moment précis. Peut-être que c'est un chercheur de 30 ans dans une université qu'on connaît à peine. Peut-être que c'est quelqu'un qui, dans 10 ans, va publier un papier qui va rendre la tension de Hubble aussi obsolète que la physique pré-newtonienne. Peut-être. Alors voilà où on en arrive. James Webb a découvert un signe, ou plutôt des signes, plusieurs, cohérents que quelque chose ne va pas dans notre compréhension de l'univers. Ces signes prennent la forme d'un univers qui s'étend un peu trop vite, selon une méthode de mesure,
de galaxies qui sont nées un peu trop tôt, de matière qui est un peu moins groupée que prévu. Ces anomalies, peut-être, ont des explications banales que de futures mesures vont identifier. Ou ces anomalies sont la première signature que notre univers est plus complexe, plus riche, plus étrange que tout ce qu'on avait imaginé. Qu'il existe des niveaux de réalité que nos théories actuelles ne peuvent pas encore décrire. Et dans les deux cas, le voyage vaut la peine. Parce que si les anomalies disparaissent, on aura appris à mesurer l'univers avec encore plus de précision. Et si elles persistent, alors nous vivons peu être à l'aube d'une révolution comparable à celle que Copernic a déclenchée quand il a dit que la Terre n'était pas au centre du cosmos, comparable à celle qu'Einstein a déclenchée quand il a montré que l'espace et le temps ne sont pas absolus, comparable à celle que la mécanique quantique a déclenchée quand elle a montré que la réalité à l'échelle subatomique défie toutes nos intuitions, une révolution où on découvrirait que notre univers tout entier n'est lui-même qu'un fragment, une page parmi d'autres dans un livre que nous commençons à peine à soupçonner. Et pour finir, je veux te laisser avec une pensée. La chose la plus honnête qu'un scientifique puisse dire, c'est « je ne sais pas ». Et les meilleurs scientifiques de notre époque disent exactement ça sur ces questions. Ils ne savent pas si la tension de Hubble indique un multivers. Ils ne savent pas si les galaxies précoces brisent le modèle standard ou le raffolent seulement. Ils ne savent pas si l'énergie sombre évolue dans le temps. Ils ne savent pas ce qu'est vraiment la matière noire. Et pourtant, ils regardent, ils mesurent, ils confrontent les données à leurs équations. Ils publient, ils se contredisent, ils recommencent, parce que ce ne sont pas les réponses qui font avancer la science. Ce sont les questions. Et James Webb, en ce moment même, à 1 500 000 km de la Terre, en orbite autour du point de Lagrange le 2, collecte des photons qui ont voyagé pendant des milliards d'années pour finir sur ces détecteurs cryogéniques refroidis à moins 266 degrés Celsius. Des photons qui portent peut-être la réponse, peut-être une nouvelle question, peut-être les deux, et c'est ça, le plus beau mystère de tous. On ne sait pas encore, mais on est en train de chercher, et il n'y a pas de plus belle aventure humaine que celle-là. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire avec la question qui t'a le plus traversé pendant que tu regardais. Et si tu penses que j'ai dit quelque chose d'inexact sur les chiffres, sur les théories, sur les instruments, corrige-moi. Je suis sérieux. C'est comme ça qu'on avance ensemble. À très vite. C'est pour opérer des voyages interstellaires. C'est ça qui est énorme. Et tout le reste, ce sont des épiphénomènes. L'appartement dans lequel nous sommes, la caméra pour nous filmer, les lunettes du gars, les appareils pour sourds, etc. Tout ça, c'est des épiphénomènes. Alors, il y a aussi une retombée qui est un épiphénomène, c'est la guerre. Mettez-vous à la place d'extraterrestres qui ont compris ça. C'est dit, mais ils n'ont pas encore compris. Ils sont en train de se foutre sur la gueule comme des cons. Et là, actuellement, je dirais même, la situation politique actuelle, elle est complètement surréaliste. On arrive même à faire des guerres. Pourquoi est-ce que vous faites la guerre? Je ne sais pas. On a eu l'idée, c'est extraordinaire. Et il y a des morts et on continue. Regardez, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a eu autant de morts que durant cette guerre. Je crois qu'on compte 50 millions de morts avec toutes les guerres qu'on a pu faire. Tout ça, ce sont complètement inutiles. Il faudrait pouvoir avoir un sifflet en sifflant la seule partie. Arrêtez les gars, arrêtez vos fusils, vos avions. Moi, quand je vois des chasseurs de 6e génération, moi qui fais super-héros, ça m'emmerde. Parce que je me rends compte que c'est fait pour tuer. C'est inimaginable. Moi, il y a même une chose, c'est quand je regarde les télés, et je vois des trucs, il y a des émissions, par exemple, meurtre à Besançon, meurtre à Carcassonne. J'en ai marre. Pourquoi est-ce qu'on nous montre tout le monde des gens en train de s'entretuer, quoi? Est-ce que vous vous rendez compte de l'image que nous donnons à des extraterrestres? Ils regardent notre télé. Vous avez vu la série, toutes les villes françaises y passent. Hein, meurtre à Aix-en-Provence, meurtre à Pertuis, on va continuer comme ça longtemps. Mais c'est emmerdant. Même quand je vois Hercule Poirot, ça m'emmerde, moi, c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas le fait d'être un pacifiste bêlant, mais toute l'énergie que l'humanité consomme. Il y a une chose fantastique. Prenez par exemple les avions de guerre. Vous vous rendez compte ce que ça coûte? Je crois qu'un F-35, ça vaut 500 millions de dollars. Et vous construisez des appareils, vous mettez des gens dedans pour les casser. C'est extraordinaire. La guerre, c'est un truc dans lequel on fait des objets très sophistiqués et on les casse. Un peu comme les drones. Oui, ouais, mais c'est fou, c'est fou. Revenons à notre sujet. Azul, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui n'ont pas su qui est ce bonhomme, c'est l'ex-directeur de recherche au CNRS. C'est monsieur, un grand monsieur, docteur Jean-Pierre Petit, à qui on doit le modèle Janus.
il a dit clairement qu'il a été ignoré. Ignoré. Il a parlé d'étapes. Mais il est dans une étape qui dit que je suis ignoré parce que monsieur nous a sorti le modèle Janus. Il parle d'autre chose, il parle de guerre, il parle de la technologie de guerre, il parle d'être humain qui use de la technologie pour faire des guerres, pour s'en tuer. Mais n'est pas arrivé, que ce soit dans son modèle. Moi, je ne refuse pas son modèle. Son modèle, il est très très bien. Mais j'ai quelques rectifications dans son modèle. Comme j'ai dit à plusieurs reprises dans mes directs, que la physique quantique, même dans le modèle standard, on parle de superposition, on parle de symétrie, on parle de matière et antimatière. Pourquoi ils n'adoptent pas le modèle Janus? Ils parlent de symétrie, ils parlent de superposition, ils parlent de deux feuillis. Au lieu de parler d'énergie noire, matière noire, particules photons, etc., il fallait juste rendre la physique à la physique, pas la physique aux religions. Ce qu'il n'a pas compris Jean-Pierre Petit, c'est que c'est la religion, l'académie, toute la communauté scientifique, elle se base sur la religion. Quand tu proposes une chose qui sort des rails, qui touche leur Big Bang, leur fameux Big Bang, le fameux modèle lambda CDM, pour eux, tu es en train de dévier. C'est eux qui nous ont pas dit que tu es fou. Hein. Mais la réalité, c'est que c'est le Moyen-Âge avec l'outil de la connaissance. On utilise des équations pour donner une certaine imagination, qu'il y a un Big Bang, il y a eu un moment de Planck, il y a eu inflation, etc., etc. Juste pour faire en sorte que l'histoire des religions reste, l'histoire de création et créateur, elle reste. Mais est-ce que c'est scientifique? Ça n'a rien de scientifique. Ni observation, ni par expérience, ni par mathématiques, ni par physique. On a mis une théorie. Un certain monsieur Georges Lemaître nous a sorti une équation tirée par les cheveux qui dit qu'à partir de la vitesse de l'extension, il nous a sorti un temps, alors que V égale 10 sur T, donc il n'a pas de distance. Alors qu'il sache la distance ou les extrémités de l'univers, c'est impossible. Même l'univers observable, il ne savait pas. Mais en ce qui te concerne, mon ami Jean-Pierre Petit, en ce qui te concerne, pour l'instant, même toi, tu ne sais pas où est la cause des problèmes. Tu n'as pas su où est la cause des problèmes. Elle est dans les religions. On se bat pour les religions. On fait en sorte que la science soit compatible avec les religions. Sinon, tu as tort. Tu as tort. Quelle que soit la théorie que tu vas donner, tu as tort. C'est ça la réalité. C'est le Moyen-Âge avec des outils de notre civilisation,
de notre science, de notre connaissance, ils utilisent ça juste pour confirmer qu'il y a un créateur qui a créé. Si tu sors de ça, tu es ignoré, mon ami. C'est ça la réalité. Donc, je voulais te dire ça, mon cher confrère. Et pas seulement à toi, même pour Jean-Pierre Calumet, pour un collègue aussi qui est toujours directeur de recherche au CNRS, je parle de Zoul, Jean-Philippe Ouzoul. Donc, si vous voulez faire ou donner des théories, il faut toujours entrer dans les rails du Big Bang. Alors, ma théorie, moi aussi, je sais que je vais être ignoré toute ma vie. Sur ce, on se quitte, on se revoit dans la présentation de mon modèle cosmique, qui le veuille ou non. Je vais essayer d'abréger pour vous, mes chers collègues, la comparaison entre mes travaux et ceux de Jean-Pierre Petit révèle de grandes convergences. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas contre le modèle Janus. Nos convergences théoriques, elles sont fascinantes, notamment sur la structure profonde de l'univers et la nature de l'information. Bien que nos approches partent de cadres différents, elles partagent une seule ambition, une ambition commune, dépasser les limites de la relativité générale classique pour proposer une théorie de tout. Le modèle Janus, son modèle cosmologique, et mon modèle cosmologique, comme j'ai dit, ils convergent à un certain point, ils divergent à un certain point. On parle de dualité de l'univers. Jean-Pierre Petit propose un modèle bimétrique, qu'il appelle Janus, avec deux univers jumeaux. Il postule l'existence de masses négatives qui interagissent avec les nôtres uniquement via la gravité ou la gravitation. Mon modèle semble s'orienter vers une unification totale où la constante d'information joue le rôle de pivot. Là où Petit utilise deux métriques couplées, moi j'intègre l'information comme vecteur via les gravitants pour unifier les forces. Donc, mon objectif, c'est l'unification des quatre forces fondamentales. Quant au trou noir, dans une vidéo récente du 13 mai 2026, Jean-Pierre Petit parlait des trous noirs comme Blue Star ou Plug. Mon approche à moi questionne également la validité mathématique des trous noirs, mais en m'appuyant sur une révision des équations d'Einstein intégrant ma constante, parce que j'ai modifié l'équation d'Einstein, j'ai rajouté ma constante. Donc, en rajoutant ma constante, je traite ces objets comme des structures d'information.
des structures d'information denses plutôt que des singularités physiques classiques, comme la singularité de soi-disant Big Bang. Le rôle de l'information dans mon modèle, c'est qu'il y a un apport qui semble le plus distinctif. Jean-Pierre Petit base sa théorie sur une modification de la géométrie de l'espace-temps, géométrie différentielle, influencée par des sources qu'il qualifie d'exotiques. Moi, j'ai introduit la notion du graviton comme vecteur d'information. Donc, là, on converge. Mon équation de tout intègre une constante information qui lie la structure physique à une réalité métaphysique ou logique. Pour moi, l'univers n'est pas seulement géométrique. Il est informel et structuré par une constante universelle de données avec des preuves et confirmations observationnelles du WST, des satellites. Jean-Pierre Petit s'appuie sur le rapport température de brillance facteur 3 observé au centre des galaxies M87 SAG A pour valider les Blue Stars. Il prédit que les futures images confirmeront ce rapport. Dans ma thèse en cours, que je vais présenter incessamment, je vise une validation académique globale en démontrant que mon modèle explique non seulement la cosmologie, mais l'unification des forces fondamentales, là où Janus reste principalement un modèle cosmologique et gravitationnel. Comme synthèse comparative, les caractéristiques du modèle Janus de Jean-Pierre Petit et mon modèle bimétrique. Lui, il parle d'univers jumeaux, moi je parle d'un seul univers à deux facettes, de FI. Quand même, on parle d'unification par l'information. Moi, je parle de l'information par le graviton. Lui, il parle de l'information par gravitation des trous noirs. Mais elle est toujours utile à savoir que on ne diverge pas trop, il n'y a pas trop de divergence. Chacun s'inspire de ses recherches. Moi, je m'inspire aussi des recherches des autres, des modèles des autres, des théories des autres, mais j'ai remplacé tout ce qu'il y a comme problème, trou noir, matière, magie noire, plutôt la matière noire, je suis entré même dans la magie noire, voyez-vous. Tout ce qui est noir, c'est vraiment, il vient d'un autre monde. Donc, matière noire, l'énergie sombre, etc. Tout cela, moi, je l'éclaircis. Il n'y a pas de matière noire, il n'y a pas d'énergie sombre, il n'y a rien de tout ça. Ce qu'il y a, c'est des intrications plutôt entre deux feuilles d'un même univers, des intrications subatomiques, quantiques,
qui font que il y a ce qu'on appelle extension de l'univers. J'explique la gravitation comme deux forces, c'est pas une seule force. On parle toujours, quand on parle de gravitation, on a tendance à penser à l'attraction. On parle jamais de répulsion. Alors que les recherches sur les trous noirs, on a vu que la matière, elle est atterrie, oui. La matière, elle est atterrie. Mais euh, la gravité ou le graviton lui-même, l'information, elle n'entre pas parce que c'est une force répulsive. Elle n'entre pas. Donc, moi, je postule au trou noir, trou blanc et transport d'informations dans les ondes des événements. Sinon, j'adhère aussi à l'idée que l'univers est cyclique et je fais l'unification de... Pour terminer cette comparaison et cette vidéo, en conclusion, je dirais que alors que Jean-Pierre Petit se bat à travers son modèle Janus pour faire accepter une dualité physique, matière positive et négative. Moi, je propose une monade informationnelle où la matière et les forces émergentes d'une structure de données fondamentale. Mon modèle semble chercher une résolution plus amont dans les hiérarchies de la connaissance physique bien sûr, que celui de Petit, qui reste une extension, certes radicale, de la relativité. Donc, on converge dans un domaine où on dit que l'ancien modèle, le lambda CDM, est révolu, le Big Bang est révolu, et pas seulement moi ou Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Calumet, Jean-Philippe Ouzan, Roger Penrose, etc. Il y a plein de monde. Pas seulement nous, mais même il y a ceux que j'ai pas cités. On refute maintenant le Big Bang, mais dans mon modèle que je vais présenter incessamment, dans mes chapitres, je parle d'un tenseur, je parle de tenseur, c'est mon tenseur que j'ai rajouté à la formule d'Einstein. Ce tenseur que j'appelle phi va donner les résultats qu'attend tout le monde à travers l'unification du modèle standard et la mécanique quantique. Donc, quand on prend en charge mon tenseur, ça va résoudre le problème qu'il y a jusqu'à maintenant. Dans mon deuxième chapitre, je parle de la structure bimétrique de l'espace-temps. Je parle de la dualité des feuillets, du graviton informationnel. Dans mon troisième chapitre, je parle d'archéologie cosmologique, l'héritage, je parle d'un héritage de l'Afrique du Nord, un grand héritage qu'on appelle la ville de Sifar. Je parle de sa datation paléolithique supérieure.
Je parle d'interprétation des peintures rupestres comme représentation primitive de la dualité mythique, de la théorie de tout. Comme ça, je rejoins beaucoup d'archéologues et d'historiens qui parlent de la préhistoire et de l'histoire paléolithique comme ayant des civilisations qu'on a omis, qu'on a oublié, qu'on a effacé de notre histoire et qui avaient des civilisations très avancées. Donc, on n'est pas la première civilisation et on ne sera pas la dernière civilisation. C'est possible que notre civilisation va être effacée par une autre. Et ils vont dire la même chose, on est la civilisation. C'est nous qui avons trouvé le commencement du commencement. Donc, pour résoudre, dans le chapitre 4, je parle d'histoire antique, d'histoire ancienne. Le chapitre 5, je parle aussi de Mohenjo-Daro, une cité au Pakistan, une civilisation éteinte par des essais nucléaires. Et je parle aussi d'autres sites archéologiques au Pérou, en Chili. Enfin, pour résumer, au chapitre 10, je parle des résolutions des anomalies, le cœur de la preuve, les courbes de rotation des galaxies, les galaxies du WST, du satellite qui nous a mis la puce à l'oreille. Je parle de la tension de Abel comme mesure. Dans le chapitre 11, je parle du futur de technologie de la métrique. Et en conclusion, je soumis l'étude et la thèse au CNRS pour voir l'impact de ma recherche. Sinon, ce que j'ai à dire à Jean-Pierre Petit, nous convergeons, oui, c'est plusieurs choses, mais nous divergeons sur autre chose. Toi, tu dis que la théorie de Penrose, elle est fausse, moi je dis non. Comme j'ai dit que ta théorie, elle est juste, il lui manquait quelques retouches. La théorie de Penrose, elle est juste. Il lui manquait seulement lui aussi quelques retouches. Je salue mes confrères, mes collègues, que ce soit du CNRS ou des autres universités qui vont avoir accès à cette vidéo. Je salue mes followers d'un peu partout dans le monde. Je sais que plusieurs étudiants doctorants sollicitent mes conseils du Pakistan, de l'extrême orient à l'extrême occident. Seulement dans le monde arabe, j'ai rien à dire. Le monde arabe, c'est le monde arabe, c'est le Sahara, c'est le désert culturel, désert de connaissances. Quand quelqu'un essaye de le booster, ils mettent les bâtons dans les roues.
Une autre pensée pour les macaques qui croient que j'ai besoin de leur agrémentation ou j'ai besoin de leur certification ou de leur reconnaissance. Pour moi, vous n'êtes que de la racaille des macaques. Vous valez rien du tout. Et vous saurez jamais, pas seulement vous aurez jamais quelqu'un qui arrive à mes talents, Donc, vous êtes des macaques, restez des macaques, suivez ce que le CNIF vous dicte, Israël vous dicte, ou le Maroc vous dicte, ou les Émirats vous dictent, et ne cherchez pas après moi, parce que moi, je vais vous souiller dans la main. Donc, c'est ce, on se quitte sur cette vidéo. C'est la comparaison est claire. Je vous souhaite une agréable journée.